Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous n'avez pas trop froid, parce que vraiment, ça caille. Je vais laisser la parole à Monsieur le Président de l'Université qui a la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui. Comment ça va? Très bien et ravi de vous accueillir justement. Effectivement, le Club Agora, on est ravis d'accueillir cet événement qui est important pour nous. L'université, c'est nécessairement un établissement ouvert sur la ville et ouvert sur les citoyens. Et c'est un lieu surtout de débat. Et donc on est ravis d'accueillir des débats autour de sujets de société, de sujets qui nous intéressent tous, avec toujours une attention particulière au sein de l'université. C'est que le débat se fait dans le respect également de l'écoute de l'autre, de l'échange d'idées, et finalement d'une meilleure compréhension pour qu'on sorte au bout finalement d'un temps de débat, et bien tous plus enrichis. Et donc merci pour nous avoir intégrés dans le programme, et puis on est effectivement ravis d'être pleinement avec vous, et merci au maire d'Évry-Courcouronnes, Stéphane Baudet, présent également avec nous, tout comme le préfet, secrétaire général de l'Essonne, ainsi que le directeur de la police départementale de l'Essonne. Il y a également ici un avocat, Maître Ben Achour, qui est présent. Je ne vais pas faire la présentation de tous les éléments, mais ça montre le panel qui est large et l'attention effectivement qui est portée à nos étudiants, mais également à certains citoyens qui sont venus nous rejoindre sur ce lieu où on est vraiment plaisir de vous accueillir. Et merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous connaissez le dispositif. On est dans ce qu'on appelle un débat inversé. Donc, c'est vous qui donnez le tempo. N'hésitez pas à lever la main, à participer. La classe, là, que je vois en face, voilà. Donc, je compte sur vous. On a beaucoup d'intervenants qui sont présents. S'il y en a qui passent, qui traînent dans la fac, surtout, n'hésitez pas, installez-vous. Je vous présente nos invités. Voilà, on va discuter. Peut-on réconcilier police et population ? Yamina Aïssa Abdi, fondatrice et présidente de l'association Isar Attitude à Toulouse. Yamina, tu nous expliqueras, toi, à Toulouse, ce que vous faites avec l'association, justement, en partie sur ces questions. Linda Kebab, bienvenue. Pourquoi vous asseyez pas? Vous êtes vachement poli. Ah oui, d'accord. En fait, c'est une manière de vous réchauffer. D'accord. Linda Kebab, représentante du syndicat Unité SGP Police, donc fonctionnaire. Slim Ben Achour, avocat. Slim, toi, tu as travaillé sur la question du contrôle aux faciès, notamment. Tu nous expliqueras cette action. Ils sont où, nos amis de Révolte-toi, Évry? Ils sont là? Les gars, venez donc. Installez-vous. Prenez le floor. Soyez les MC, quoi. Donc, vous allez, et l'un et l'autre, nous faire voilà, un petit moment d'éloquence sur peut-on ou pas réconcilier police et population. Qui démarre? C'est toi? Alors ton prénom. Alors avec le micro, c'est vachement mieux, tu verras. Pardon, moi c'est Mathis Dussert. Eh ben Mathis, tu démarres. Allez, 1 minute, go, c'est parti. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors je suis aujourd'hui ici pour vous montrer réellement que nous pouvons retisser des liens entre la police et la population. Nous pouvons retisser des liens déjà avec la proximité. La police n'est pas seulement là pour surveiller, pour interpeller. Elle est là aussi pour discuter avec vous, pour que vous ayez plus confiance avec elle. Nous pouvons aussi retisser des liens en faisant réellement attention à la police. Aujourd'hui, elle est surchargée, elle est en sous-effectif. Vous avez pas mal de policiers qui se suicident alors que c'était leur rêve, étant enfant, de faire ça. Et si on prend plus attention à eux, si on les accompagne plus, alors ils vont avoir plus confiance, ils seront mieux, et du coup, nous, on aura aussi plus confiance envers eux. Et il faut aussi ouvrir les portes du métier, c'est-à-dire que on ne sait pas assez ce que font les policiers, comment ils sont là pour nous, on n'est pas assez au courant. Nous, on a une mauvaise image d'eux, le fait qu'ils soient armés, etc. Merci. Merci beaucoup. Sofiane, c'est bien ça? C'est bien ça. C'est parti. Bonjour. Moi, je pense que pour la reconstruction du lien entre police et citoyens, c'est plus difficile que ça en a l'air. Car depuis les années 90-2000, il y a une image réciproque qui s'est créée entre police et citoyens qui est assez difficile à déconstruire. Ce qui mène encore aujourd'hui à ce débat, c'est que des violences policières continuent et que l'image des années 90-2000
entre police et jeunes est ancré au sein de la population, et ce qui est difficilement déconstructible. Et je pense qu'il faut plus de médiation pour déconstruire cette image qui est assez difficile à établir. Merci à vous. Merci Sofiane. On peut les applaudir s'il vous plaît. L'association Révolte-toi Évry qui fait donc des concours d'éloquence. Alors, on a un petit teaser à vous montrer. Le collectif BKE et l'association 360 a travaillé justement là-dessus et a proposé un film autour de ces questions. Les gars, est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce qu'on peut voir ce petit teaser et ensuite lancer notre débat? Madame, ce contrôle d'indépendance me tient beaucoup à cœur, car je suis persuadé que ma passion et ma rigueur pour la cuisine sera un atout pour votre restaurant. Quand j'ai rencontré Younes, pour moi, c'est un jeune de cité comme les autres. Pas un mauvais garçon, hein. L'ado ordinaire qu'on croise dans les quartiers. Le genre aussi qui peut subir de mauvaises influences. T'aurais pas eu fait sale? Ce n'est pas toujours facile d'éviter les embrouilles. Si tu le vois, tu me dis ok. Mais Younes, lui, il avait un plan. Bonjour madame, je me présente, je m'appelle Younes, j'habite à Évry. Tout cela me semble très intéressant. Papier, s'il vous plaît. Attends. Y a pas d'attente. En plus, vous me tutoyez. Allez, main sur le capot. On obtempère. On écarte ses jambes. Allez, hop. Non mais au bout d'un moment, c'est grave, calculette. Faut pas attendre qu'il y ait bavure pour dénoncer tout ça. Et donc quoi? Dis-moi, tu veux que je fasse quoi? Je crois que je suis vraiment là pour changer le système. Moi, ce que je veux, c'est mon taf. Pourquoi je devrais parler aux collègues? Parce que c'était pas de sa faute. Ah, vas-y, casse-toi, je te défonce. Regarde le ciel, tiens, il a pas de limite. Tu verras bien, un jour, il y aura mon blast qui sera marqué dessus. Et voilà, bravo pour ce film. Je suis avec Chris. Chris, toi, tu fais partie de l'association justement qui a fait ce film avec des élèves du territoire d'Évry-Courcouronnes. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ce film? Alors, je vais juste rappeler le contexte. Du coup, c'est un film qui a été créé par des jeunes qui fréquentent l'association Génération Femmes à Évry et qui a été accompagné par le collectif BKE, qui est un collectif de professionnels d'audiovisuel, qui ont monté le film et du coup qu'on fait ce film-là. Donc c'est pas l'association Culture 360 pour le coup. Nous, on utilise ce film Culture 360 pour justement faire de la médiation dans les collèges, notamment au Collège des Pyramides. Donc on intervient sur des sessions de 2 heures, sur des ciné-débats, et on utilise ce film pour que les élèves puissent se questionner, poser des questions. Et on est accompagné de Stéphane de la CPJ, donc, qui est agent de police, et qui est juste à côté de moi là. Donc voilà, donc on utilise ce film avec l'association de Stéphane. Et on ouvre le débat et on prend un peu les expériences des jeunes face à la police, face au contrôle d'identité, et on leur donne après, à la fin, les outils pour signaler les contrôles abusifs, leur donner les solutions pour porter plainte, etc. Merci beaucoup. Stéphane, vous, c'est quoi votre rôle dans cette activité justement de médiation? Alors, nous, le rôle de l'Agora des citoyens de la police et de la justice, c'est de réunir du coup des citoyens, des policiers, des personnels de justice et de faire dialoguer. On part du principe que si on arrive à créer des espaces de dialogue, si les personnes se parlent, déjà on fait tomber un certain nombre de cloisons et on permet de créer des compréhensions réciproques des problématiques que rencontrent les uns et les autres sur leur domaine de compétences. Donc l'idée, c'est de se rencontrer. Alors justement, je suis avec des lycéens par ici. J'adore parce qu'en fait, au moment où je passe, ils sont tous là, ils se remettent dans les capuches en mode non, pas moi. Eh bien, vous savez quoi? Ce sera vous quand même. Comment ça va? Ça va et vous? Bien? Ça va. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre lien, vous, à la police en général? Qu'est-ce que vous avez à en dire? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la situation. Alors vous, la pire des situations, c'était laquelle? Pas obligé de tout dire, hein? Non, il n'y a rien avec la police. Alors voilà, ça c'est le truc très classique, tout va bien, rien ne se passe. Vous avez déjà été contrôlé? Oui. Combien de fois? Beaucoup. Beaucoup? Assez, oui. Genre tous les jours ou... Non, quand même pas. Ouais. Et comment ça se passe en général, ces contrôles?
Bah moi, sans plus. Bon, mademoiselle, vous en pensez quoi de cette question? Hop, 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 hop. Alors, regardez. Je vais me mettre juste devant. Il n'y a personne. On est toutes les deux. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous diriez que vous faites confiance à la police, vous? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Bah, ça dépend de la situation, quoi. Et est-ce que vous avez déjà eu affaire à la police ou pas? Non. Vous avez des frères autour de vous? Qu'est-ce que vous diriez de la situation? Ah, j'ai 2 frères et on s'est jamais fait contrôler par la police, quoi. Bon, les filles, on en pense quoi? Bah écoutez, on en pense quoi de ce lien entre police et population? Est-ce que vous diriez qu'on se fait confiance, qu'on est dans une relation qui est plutôt, voilà, pas trop tendue? Comment vous voyez les choses? C'est tendu. Hein. C'est tendu. Pourquoi c'est tendu? Parce qu'il n'y a pas de confiance. Et pourquoi il n'y a pas de confiance selon vous? Suite aux actions que la population fait ou les policiers. Vous pensez à quoi? Aux bavures policières, à nous qui jettent des œufs, etc. sur les policiers. Enfin, les 2 actions, quoi, des 2 côtés. Donc, il y a de la tension. Je vais revenir à vous, derrière. Hein. Vous avez des choses à dire? Oh, vous êtes timide, mais je vais revenir. Slim, pardon, désolé, c'est sur toi que ça tombe. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier justement ce lien entre police et population? Comment expliquer qu'on doive aujourd'hui faire un débat comme celui-ci, faire de la médiation, recréer ce lien? Est-ce que tu dirais qu'il est à ce point dégradé qu'il faut retrouver déjà l'espace du dialogue? D'abord, bonjour à tous. Merci pour la question, merci pour l'invitation. Je vais m'efforcer d'être rigoureux, puisque je suis avocat. Le gros de mon boulot, c'est de convaincre des juges de faire appliquer la règle de droit. Je vais vous parler de choses objectives et qui ne viennent pas de mon travail. Il y a beaucoup d'études faites en France et de plus en plus, alors que c'est très difficile d'étudier la police. C'est une institution qui ne parle pas beaucoup. Il y a beaucoup d'études françaises, internationales, européennes, qui confirment la pertinence de ce débat, ou en tout cas de cette initiative. Comment je qualifierais, et pour ne pas utiliser la langue de bois, je dirais qu'elle est pourrie. Elle est pourrie comme dans beaucoup d'endroits d'ailleurs sur la planète. Hein. Elle est vraiment mauvaise. Moi, j'assiste des jeunes, en général mineurs, et on voit une différence que je ressens. Hein. Je ne vais pas mettre de mots dans vos bouches. Je ne veux pas vous prendre à partie non plus, mais je vois une grande différence entre la vie de ma fille, qui a 12 ans, la vie de beaucoup de gamins et de gamines, et puis celle des gamins que j'assiste. Et la différence est très souvent la couleur de peau. Et je trouve qu'il y a une maltraitance institutionnalisée en France d'une grande partie de notre jeunesse qui est inacceptable. Alors je comprends que ça soit difficile pour certains, et notamment les autorités, à l'entendre, mais on a quand même un président de la République qui est intervenu sur le Média Brut en décembre 2020 pour, à la suite d'une histoire dont on aurait pu ne pas avoir connaissance. Vous vous souvenez peut-être, ou vous avez entendu parler de Michel Zickler. Qui s'en souvient ici de l'histoire de Michel Zickler? On peut peut-être replacer un peu dans le contexte. Michel Zickler, il est producteur de rap, il rentre dans son studio, je crois qu'on est dans le 17e arrondissement de Paris, il n'a pas son masque et il est interpellé, et donc la scène finit dans un climat de violence mais extrême. Il finit avec je ne sais combien de jours d'ITT et ce qui a permis de révéler ça, c'est les caméras de surveillance de son studio. Exactement, il allait probablement, s'il n'y avait pas eu ces images, terminer en détention, probablement jugé. Et donc, c'est un fait. Alors, quelle est l'importance qu'on donne à ce fait-là? C'est un fait qu'on voit en France, qu'on voit ailleurs. Hein, on l'a vu notamment aux États-Unis il y a peu de temps. Moi, je vous dirais que le gros de mon travail, ça n'est pas cette violence qui est évidente
et qui choque, c'est celle des contrôles d'identité. Hein, les contrôles d'identité, institutionnellement, ce sont des contrôles aléatoires. Ce sont des contrôles que la police réalise. En réalité, les statistiques, les études montrent que beaucoup de la jeunesse française n'est pas contrôlée. Beaucoup de gens de mon âge n'ont jamais été contrôlés de leur vie en marchant, et une grande partie de... Et encore une fois, je ne vais pas me mettre de mots dans votre bouche, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose de familier ou quelque chose auquel vous vous attendez et qui vous entrave dans votre vie quotidienne. Donc voilà, je trouve que l'ambiance est pourrie parce que y a une jeunesse maltraitée, il y a un grand déni de la part des autorités, mais ce déni craquelle. On l'a entendu avec le président de la République. Il y a eu un rapport Vigouroux qui est sorti il y a peu de temps, un rapport qui parle du racisme dans la police. Mais vous savez, le racisme, il existe dans tous les milieux sociaux. C'est juste que la police, ils peuvent exercer la police, donc on le voit plus. Ce rapport Vigouroux, tapez le nom sur Internet et vous verrez qu'il a une histoire incroyable. Dans tous les grands pays qui ont des difficultés avec le racisme ou les violences policières, il y a eu des enquêtes. Il y a eu Ferguson aux États-Unis, il y a eu plein d'études, il y a eu des études en Grande-Bretagne, au Canada, il y a des rapports. Eh bien, ce rapport qui a été réalisé après l'affaire Ziegler, eh bien, les autorités ont décidé de ne pas le révéler. Et il y a probablement eu une fuite qui a permis à l'un des médias, Mediapart, de faire un recours pour avoir le rapport. Donc voilà, on est dans une situation pourrie parce qu'en résumé, on a quand même une partie de notre jeunesse qui est maltraitée et des autorités qui, en l'espèce, sont dans le déni très souvent. Donc je ne veux pas être trop long. Non mais merci Slim. Bonjour jeune homme. Bonjour. C'est quoi ton prénom? Isaiah. Isaiah, toi, ça t'inspire quoi, ce débat? Comment ça se passe, toi, quand tu croises la police? Quand je croise la police, j'ai une certaine peur que ce soit moi le suivant qui soit victime de bavure ou qu'il fasse un truc qui ne soit pas régulé ou quoi. Donc, voilà. Ça t'est arrivé souvent? Une fois, si je me souviens bien, mais une seule fois. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous inspire, Linda, vous, de la place où vous êtes? Ce constat-là, est-ce que vous le partagez déjà? Peut-être pouvez-vous l'expliquer? Comment ça se passe du côté de la police? Est-ce qu'il y a une forme de défiance? Diriez-vous qu'il y a une rupture avec une partie de la population? Et puis, on va essayer de se projeter aussi sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a posé ce constat? Je vous en prie. Bonjour. Merci. Bonjour et merci pour l'invitation. Moi, la première chose qui m'interpelle, c'est la question du lien entre la police et la population ou du lien entre la police et les citoyens. En fait, les policiers sont des membres à part entière de la population et sont aussi des citoyens. Et déjà, je pense que la problématique dans ces débats est toujours de poser en fait cette scission entre des policiers comme s'ils n'étaient pas membres à part entière de ceux avec qui ils sont supposés tisser un dialogue. Et déjà, si on ne pose pas la question de la bonne manière, forcément, on participe à créer cette scission. Ensuite, il y a la question de la relation directe, notamment avec les plus jeunes dans les quartiers populaires, où en réalité, il n'y a pas de dialogue. Et plus particulièrement depuis qu'on a mis fin à la police de proximité, ça c'est un fait. Mais néanmoins, je pense qu'il y a aussi une véritable méconnaissance réciproque entre les amalgames qui peuvent être faits de part et d'autre, l'ignorance qui rend bavarde de part et d'autre. Je pense que tout cela participe aussi à créer cette forme de défiance. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait de la défiance, je ne pense pas... je suis peut-être à côté, je ne pense pas que ce soit peine perdue, bien au contraire. Preuve en est, il y a du dialogue. Les chiffres disent aujourd'hui que 83% de la population française a confiance dans sa police. Il y a malgré tout ces 17% qui restent, et dans ces 17%, c'est notamment des jeunes. Et des jeunes, notamment des quartiers populaires. Il y a quelques instants, vous parliez du rapport Vigouroux pour lequel j'ai bataillé afin de mettre la main dessus. J'étais parvenue à mettre la main dessus parce que j'avais travaillé l'année dernière sur un... J'ai fourni d'ailleurs, je suis co-rapporteur d'un ouvrage à l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur qui répondait à la question suivante: comment mieux prendre en compte la diversité dans la population française, dans le recrutement à l'intérieur et à la justice pour tous les corps, et notamment les corps supérieurs. Parce qu'il y a une vraie problématique de représentation de la diversité dans les corps supérieurs à l'intérieur et à la justice, même si ça reste
des beaux leviers sociaux. Et donc j'avais pris connaissance du coup d'éléments de ce rapport. J'avais rencontré d'ailleurs M. Vigourou, qui lui-même s'étonnait que ce rapport ne soit pas rendu public. Donc on s'était interrogé parce que ce rapport était très intéressant, parce qu'au-delà des points sur lesquels vous mettez le doigt, il y avait aussi cette relation des policiers issus de ce qu'on appelle la diversité et de leur rapport au quartier populaire, notamment quand ils y retournent. Et la défiance à leur encontre et parfois des injures dont ils sont eux-mêmes victimes parce que représentants d'une institution française alors qu'ils ne devraient pas, comme s'ils étaient des traîtres. Ils ont trahi finalement, c'est vu comme ça. Et donc du coup ça crée une défiance réciproque et notamment avec une partie de policiers qui se retrouvent, je suis désolée pour l'expression mais on en traduit, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où se positionner. Comme s'il fallait choisir entre l'origine ethnique, le quartier populaire, la famille et le fait de travailler dans une institution française. Et moi j'ai l'intime conviction qu'on peut mixer tout ça et faire en sorte que des jeunes issus des quartiers populaires se sentent pleinement citoyens français. Mais pour cela, en effet, il faut lutter aussi contre quelque chose. C'est ce que moi j'appelle très traditionnellement l'omerta administrative. Parce qu'on parle souvent de la question du racisme, mais en réalité, la police, c'est d'abord une administration française. Alors ça ne fait pas toujours plaisir à la haute hiérarchie française, à la haute hiérarchie policière, pardon, mais quand je dis que la police est une administration française, on a déjà compris la moitié du problème. Parce qu'une administration française, traditionnellement, c'est dans le déni. Ça gère du flux, ça gère des dossiers, mais ça ne prend pas en compte l'humain. Et nous, pour notre part, en tant qu'organisation syndicale, lorsque l'on pointe du doigt des dysfonctionnements, même en interne, de harcèlement, de management tyrannique, etc., très vite, on voit se lever des boucliers administratifs. Donc en réalité, la question, c'est comment une administration française qui est la police, qui est en rapport direct avec la population, mais elle n'est pas la seule. On peut aussi parler de l'éducation nationale, des services publics de santé, etc., qui ont aussi leurs problèmes, notamment de discrimination. Eh bien, comment est-ce que ces différentes administrations mettent en place des systèmes de pas de vagues et qui, du coup, créent du silence, de l'incompréhension, du manque de communication et donc de la défiance. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, Linda Kebab, c'est que finalement, on est face à une institution qui est maltraitante vis-à-vis de ses agents, que du coup, cette maltraitance, en fait, elle finit par irradier toutes les actions publiques. Donc, c'est aussi pour ça que on serait dans cette forme de violence, parfois vis-à-vis d'une certaine catégorie de la population issue de quartiers populaires. Est-ce que c'est pas un peu facile ? Alors justement, j'allais vous dire, je retire jamais à l'humain son libre arbitre, puisque je suis toujours la première à dire que quels que soient les contextes, les circonstances, on est toujours responsable de son propre libre arbitre. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, je serais une mauvaise policière de penser l'inverse. J'estime que lorsqu'une personne commet une infraction, elle commet une infraction et je m'attache à un fait. Ensuite, c'est à l'appareil judiciaire de poser un diagnostic et une sanction. Donc, il y a la question du libre arbitre humain, mais j'explique juste que quand on parle, en fait, on ne parle pas des individus. Je ne sais pas si je vous ai mal compris tout à l'heure, mais on parle d'une institution. Une institution, ce n'est pas des individus isolés, c'est un système. Et donc, du coup, tant qu'on va parler d'individus isolés, d'affaires isolément, on ne traitera pas le problème dans son ensemble. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tant qu'on se cantonne à une question, à celle des discriminations, notamment à l'égard d'une partie de la population, on ne réglera pas le problème. C'est d'ailleurs ce que j'ai souvent évoqué. Qu'est-ce que vous voulez dire par on ne réglera pas le problème ? On ne réglera pas le problème, c'est ce que j'ai souvent évoqué en disant il faut d'abord lutter contre l'omerta administrative. Moi, j'ai un positionnement social au sein de la police, je suis représentante syndicale, je défends du personnel, et en particulier du personnel de catégorie B et C, donc les catégories inférieures. J'ai fait ce choix de m'engager dans une organisation qui ne défend que les catégories inférieures. Catégorie B et C versus catégorie A, dont je ne suis pas la représentante. Eh bien, régulièrement, on constate en fait qu'il y a des mauvaises pratiques dans notre administration, et sans qu'elle ne retire le libre arbitre de chaque individu sur la voie publique, des mauvaises pratiques, elles ont forcément des répercussions. Toujours sans retirer sans retirer le libre arbitre de chaque individu. Juste une chose, je pense que la meilleure manière de mettre en place de bonnes pratiques à l'extérieur pour un agent, c'est déjà qu'il les trouve et qu'il les découvre au sein de sa propre institution. Et quand vous êtes maltraitant, souvent vous êtes maltraité. Attention, toujours sans retirer le libre arbitre de chaque individu. Yamina, qu'est-ce que tu penses de ce débat ? Et ensuite, on retourne à la salle. N'hésitez pas à lever la main, je suis sûre que vous avez plein de trucs à dire. Le jeune homme, il est là. Monsieur... Du coup, nous, on va parler de ce qui se passe sur le terrain. Peut-être que tu peux nous présenter déjà les ISAR, toi, où tu travailles. Donc, Yamina, nous, on a monté une asso qui s'appelle ISAR Attitude sur le quartier des ISAR à Toulouse, quartier Nord.
Et on a monté cet assaut parce qu'on avait des jeunes qui décrochaient de l'école pour tomber dans la délinquance. Et nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y a pas eu possibilité d'avoir du dialogue avec la police. C'était qu'une police répressive et pas de dialogue. Et on a senti que nos enfants nous échappaient, donc au collège. Et du coup, ils sont tombés dans la délinquance. Et ils ont vécu avec du deal sous leurs yeux de la naissance jusqu'à leur majorité. Et les enfants, il se trouve que ils sont tombés dans la délinquance, quoi. C'est ça notre vie, en fait. Ouais, et puis il y a beaucoup. Pour poser le contexte, les ISAR, c'est l'équivalent en termes de règlement de compte de ce qu'on peut entendre régulièrement à Marseille. Une dizaine en l'espace de 10 ans. En l'espace de 9 ans. Une dizaine dans l'espace de 9 ans. Et donc, pas de cellule de crise, pas de dialogue avec personne. Nous, moi, je ne connaissais rien de ce que c'était qu'une asso. Donc, on s'est monté en asso. On a compris qui faisait quoi dans le quartier. Et on s'est rendu compte que là, nous, on veut parler avec l'État et on veut que, ou la police, ou la politique de la ville, et on veut nous expliquer que nous, on a donné des valeurs à nos enfants, sauf que toute cette police répressive qui a été là et qui a fait dégâts, la délinquance a explosé. La délinquance a explosé, ça a fait dégâts. Et nous, on voit que la police, le contrôle au faciès existe dans le quartier. Et c'est pas que le contrôle au faciès, c'est le palpage et tout ça. Et c'est en discutant avec les jeunes dans l'assaut qu'on a appris ça et que les mamans se rebellent et disent, bon ben là, il faut aller parler un peu plus haut et discuter de ce qui se dit. La maman dit, moi, quand mon fils il était petit, il disait que moi, je veux être policier plus tard. Je veux sauver les gens et tout ça. Sauf qu'à fur et à mesure qu'ils grandissent, eh ben, ils détestent la police. Et c'est là où il faut... Et donc, du coup, vous avez mis en place justement des actions. Comment on peut recréer ce lien, vous, par exemple, sur le quartier? Alors, nous, on a fait beaucoup de médiation. Donc, on est à l'extérieur, on fait de la médiation. À chaque fois qu'il y a un contrôle, on discute. On attrape le jeune ou on discute avec la police. Mais il a fallu qu'on se monte en assaut et qu'on se saisisse de ce qui se passe vraiment sur le quartier pour qu'on puisse avoir la légitimité, on va dire, de faire ça. Jeune homme. Oui. Tu avais la main levée. Ma question, c'était c'est quoi la différence entre les catégories A, B et C? Ah oui, les catégories A, B et C. Ben, c'est vrai, ça paraît... Il n'y a rien d'évident. Merci, Linda. Désolée. Les catégories A, ce sont, dans la police de manière générale, je vais schématiser les commissaires de police. Donc ce sont les chefs de service, les cadres supérieurs, et également les officiers. Et puis dans les catégories B, c'est le corps des gardiens de la paix. Ce sont ceux en général que vous voyez 99% du temps sur la voie publique, puisque ce sont ceux qui font les patrouilles, qui exercent au quotidien, qui n'ont pas de rôle d'encadrant supérieur. Et puis après, il y a la catégorie C, c'est l'équivalent des emplois jeunes dans la police. Avant, on les appelait les adjoints de sécurité. Ils avaient des contrats de 5 ans. Aujourd'hui, ça s'appelle des policiers adjoints. Ils sont des contrats de 6 ans. Voilà. Donc catégorie B et C, et ce sont ceux dont je suis représentante. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour à toutes et à tous. Il y a beaucoup de choses à dire après ce que vous avez dit. Ça va être compliqué de suivre le plan, parce que j'ai rien plus aucune note. Alors déjà, les pourcentages, 83%, les pourcentages, c'est du bidon. Moi, j'ai plus de 40 ans, on m'a jamais sondé. Et puis après, moi, la police, paradoxalement, au niveau des contrôles, j'ai eu 2-3 contrôles d'identité abusifs, entre guillemets, mais qui n'ont pas été... il n'y a pas eu plus que ça, c'est qu'ils m'ont contrôlé quand je cherchais à aller rencontrer des ministres ou présidents qui se déplaçaient. Moi, je cherchais juste à les rencontrer, vu que quand je les écrivais pour dénoncer, parce que bon, la République française m'a permis de me former, et je me débrouille bien en français, j'écris, je connais le droit. J'ai vu que personne ne me répond, donc j'écris aux ministres, aux présidents, personne ne me répond. Donc quand ils se déplacent, j'essaie de les voir. Et quand les policiers sont là, ils me... Attendez, non mais après ils veulent m'empêcher, ils me contrôlent, ils disent allez non, et voilà. Mais... Ah oui, mais ça, je peux entendre qu'effectivement, si vous cherchez à parler Emmanuel Macron, vous avez 1 ou 2 barrages avant. Slim peut-être, enfin vos réactions. Ouais, bien sûr. Sur la question de la plainte, oui, alors c'est quelque chose de malheureusement commun. Hein, il y a, je dirais, dans beaucoup d'esprits, il y a une forme de conflit d'intérêts.
pour un policier de prendre une plainte sur des violences policières ou une discrimination, c'est compliqué, ça ne devrait pas exister, hein, très clairement. Mais je vais faire un lien avec une grande nouvelle qu'on a eue il y a 10 jours, qui était l'annonce du plan contre le racisme et l'antisémitisme en France. Par la ministre Elisabeth Rome, donc ministre pour l'égalité. Avec 15 ministres, avec un qui manquait, et absolument aucune mention de ce dont on parle tous, hein, c'est-à-dire la discrimination, les contrôles aux faciès, les violences policières, ça n'existe pas. Alors, Linda, bien évidemment, ne l'a pas dit, mais les autorités, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui a un lien avec votre vécu et qui est le vécu de beaucoup de personnes, c'est-à-dire c'est une réalité sociale massive, mais qui officiellement n'existe pas. Donc ça, c'est une première chose. Et avant de laisser la parole, parce que j'ai peur, je suis très négatif, mais il y a de l'espoir. Et je serais disposé à parler notamment du droit et d'une grande action qui est, qui est actuelle, qui est pendante devant le Conseil d'État aujourd'hui, une class action, une action de groupe qui vise, après une dizaine d'années de combats judiciaires où on demandait des dommages d'intérêt, c'est-à-dire de l'argent, là, on demande devant le Conseil d'État des injonctions, c'est-à-dire que la réforme de la police qu'on attend tous, notamment sur les contrôles d'identité, eh bien, nous demandons au juge de l'imposer à l'État. Voilà. C'était effectivement, on se souvient aussi dans le programme de l'ancien président François Hollande, hein, les récépissés. Linda Kebab, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, on est sur les plaintes ou sur le récépissé? Les deux. Allons-y, on va... Alors, pour les plaintes, je suis désolée, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont logés à très très mauvaise enseigne. Alors, j'ai l'impression d'être une vieille syndicaliste quand je le dis, mais de toute manière, on a un véritable problème de traitement judiciaire dans la police, même quand ça concerne des affaires de policiers. Alors, de toute manière, il y a des procédures qui suivent. Ce que les gens souvent ne comprennent pas et ne maîtrisent pas, c'est que toutes les plaintes sont traitées. On ne peut pas ne pas traiter une plainte, parce qu'elle reste dans le logiciel. Et puis au bout, il y a une autorité qui s'appelle... Donc ça veut dire que, pardon, je vous coupe pour être très clair, parce que c'est peut-être aussi un peu complexe, même... On peut nous refuser, par exemple, de prendre une plainte, mais une fois, par exemple, qu'elle est enregistrée, elle doit arriver quelque part, mais dans ce cas-là, elle est quoi? Elle est classée sans suite? Il faut la traiter, et la décision, elle ne revient jamais à un policier. C'est jamais un policier qui prend la décision de clore une procédure, c'est toujours le parquet qui est le seul à avoir l'opportunité des poursuites. Enfin, c'est factuel. Je veux dire, je veux bien inventer que les policiers décident de clôturer les procédures, mais c'est dans les faits. Slim fait la grimace, mais on y vient. Linda, ça se passe avant. Non mais je parlais Vous pour avez un autre micro sinon. Hein. Je parlais pour l'après-plainte. Non mais je parlais pour les après-plaintes à l'IGPN. L'IGPN agit sous l'autorité de... Franchement, c'est loin d'être nos amis hein, à l'IGPN. En général, quand on y va, c'est pas forcément pour les bonnes choses. Je veux juste expliquer factuellement. Je suis pas en train de rentrer dans votre dossier, je le connais pas. Je prends jamais parti. Je suis très attachée toujours à chaque fois à la confrontation des idées et notamment à ce que chacun des partis s'exprime. Mais j'explique juste que, notamment en matière d'enquête préliminaire, on a un vrai problème de traitement des enquêtes. Et d'ailleurs, récemment, on a eu des instructions juste, moi que je trouve dégueulasses, mais qui malheureusement sont devenues inévitables, mais sur des tas de faits, hein, sur des faits d'agression sexuelle, de violence intrafamiliale, etc., où des magistrats se déplacent dans les services de police et classent des dossiers qui ont 3, 4, 5 ans, en vaine recherche, en classement, avec des victimes qui n'auront jamais de nouvelles de leur plainte, et donc qui ont le sentiment que du coup, la police a refusé. Et quand on essaie d'expliquer qu'en réalité, les dossiers s'accumulent, quels que soient les faits, que ce soit des faits... C'est ce que vous nous dites, donc c'est systémique en fait. On n'a pas les moyens, la justice n'a pas les moyens, donc c'est un système. Donc personne n'a de réponse à sa plainte, quels que soient les faits. C'est pour ça qu'à chaque fois je parle de traitement global. Faisons en sorte que chaque personne qui dépose plainte ait une réponse à la fin. Et d'ailleurs, j'avais fait une proposition aussi, dans le cadre du Beauvau de la sécurité sur le lien police-population, de mettre en place des coordinateurs qui ont l'obligation de répondre aux victimes au bout d'un certain temps et de donner les suites, même si elles ne sont pas agréables à dire et à entendre. Alors, on va revenir... Ensuite, juste un dernier point. Je vais juste rebondir sur un dernier point. En fait, j'ai envie d'être moins pessimiste que monsieur. Quand vous dites, oui, des violences policières massives, des contrôles d'identité massifs, je trouve ça dramatique en fait de dire des violences policières massives. En fait, en réalité, je pense très sincèrement, et c'est toujours le même problème, que quand on ne connaît pas une institution parce qu'elle est
taiseuses, c'est le cas de l'institution policière, eh bien, un groupe de personnes de manière générale, on nourrit sur lui beaucoup de fantasmes. Et on va isolément prendre des faits en disant qu'ils sont l'entièreté du groupe. Et moi, je trouve ça assez dramatique et triste. C'est un peu comme de l'autre côté. Quand on voit un attentat, on va faire le procès de l'ensemble des personnes qui sont de la confession de celui qui a commis l'attentat, sans pouvoir faire la part des choses entre un individu et le reste du groupe. Et ça me fait penser, quand j'entendais tout à l'heure certains propos, j'avais le sentiment en fait d'entendre aussi ceux qui disent moi, quand je vois une personne d'origine ou potentiellement de confession, je serre mon sac contre moi ou je change de trottoir. Et en fait, cette forme de défiance, elle est née de la méconnaissance, certainement aussi peut-être des chaînes d'infos en continu, de faits sur lesquels il y a un effet loupe, ce qu'on appelle l'effet loupe, c'est-à-dire qu'en fait, un événement devient un fait de société. C'est-à-dire qu'en gros, on donne le sentiment que cet événement, c'est tous les jours comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas de groupe qui soit à l'abri de ça. Et je trouve ça tellement triste que des groupes qui sont eux-mêmes souvent victimes de discrimination et de propos et d'incitation à la haine soient eux-mêmes malheureusement... une forme de projection aussi de ces représentations. Parce qu'ils ne trouvent pas de réponse à leur propre problématique et donc du coup projettent cette problématique aux autres. On va y venir parce qu'on a la chance d'être avec un agent de la police municipale qui fait ce travail justement de recréation de liens, de dialogue, et on va y venir. Juste, Yamina, j'ai vu que plein de gens levaient la main, on va y revenir, donc pour ça, il faut que vous soyez juste plus concis dans vos interventions. Yamina, et ensuite on repasse à la salle. Alors oui, nous on a un groupe de jeunes, des jeunes du quartier qui se font contrôler régulièrement parce que il y a la sortie du métro, pour aller à l'école on passe par des lieux de deal. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes et aux parents qui se plaignent que leurs jeunes se font contrôler souvent? Et alors après, moi je vais aller aussi plus loin, c'est que la question, Yamina, que tu poses, elle est intéressante parce qu'il y a à la fois la question du rapport à la police pour ces jeunes, mais il y a aussi le rapport à la demande de sécurité des habitants de quartiers populaires qui font face aussi à cette réalité sur le terrain en bas de chez eux. Ouais. C'est des jeunes qui ont 10, je vous ai vu, je vais venir, vous inquiétez pas. C'est des jeunes qui ont 10, 11 ans et qui montent après. Et malheureusement, on se retrouve avec une situation qui est assez schizophrénique, c'est-à-dire la demande de sécurité et en même temps les conséquences qu'il peut y avoir, à savoir des contrôles de personnes qui, entre guillemets, n'ont rien à se reprocher. En réalité, c'est plus qu'une question ethnique, c'est une question de territoire. Parce qu'en réalité, là, vous avez parlé d'une zone sur laquelle il y a eu trafic de stupes. Il faut savoir que beaucoup de zones en France, et plus particulièrement depuis 2015, quand on a traversé une longue période d'état d'urgence, il y a des réquisitions de procureurs qui sont permanentes. C'est-à-dire qu'en théorie, le contrôle d'identité doit être motivé. C'est-à-dire qu'il y a le comportement de l'individu, par exemple. Sauf que depuis 2015, notamment, en fait, il n'y a plus besoin de motiver, puisqu'en fait, on a une réquisition permanente. Souvent, alors je ne connais pas le cas de votre quartier, mais il y a quelques semaines, je faisais un stage au commissariat de Saint-Denis. On est allé contrôler sur une dalle où il y a du trafic de stupes récurrent, du vol à l'arraché. Et donc, il y a une réquisition permanente du procureur. Et donc, on a contrôlé. Et c'est vrai que souvent, et c'est souvent le propos d'avocats, et ils n'ont pas tort, de dire oui, mais il faut sur 100 contrôles d'identité, il y en a 5 qui vont produire quelque chose, notamment un recel ou une fiche de recherche ou de la détention de stupes, etc. Et donc, il y en a 95 qui se sentent lésés. Et ça, c'est entendable. Mais malheureusement, c'est une conséquence sur laquelle il faut absolument travailler et faire en sorte qu'il n'y ait plus ce type de situation parce que, en effet, chez les 95%, il y a ce sentiment d'injustice. Pourquoi je suis contrôlée alors que j'ai rien à me reprocher? Et en même temps, on est dans des situations, et notamment dans des zones territoriales où on n'arrive pas en fait à mettre fin à un problème sécuritaire, notamment au trafic de stupes. Et juste un dernier point. Alors, je vais faire juste du hors-sujet. Moi, ce qui m'embête, en fait, surtout, et je le pose, ce problème, parce que je l'ai posé aussi à des associations antiracistes qui m'ont dit que ce n'était pas un sujet pour eux. Pourquoi est-ce qu'on a encore des Français de 3e génération qui sont d'origine extra-européenne et qui vivent encore dans les quartiers populaires? Pourquoi est-ce que c'est... Non, parce qu'on dit souvent à ces gamins, votre problème, c'est la police. Non, moi, j'aimerais juste savoir pourquoi est-ce que des Français de 3e génération soient toujours des ouvriers, gosses d'ouvriers, petits gosses d'ouvriers, à qui on n'offre pas la chance de pouvoir être des citoyens à part entière, d'intégrer les institutions à des strates supérieures ou même juste de sortir des quartiers populaires. Parce que malheureusement, encore en France, aujourd'hui, en 2023, on fait le lien entre l'origine ethnique et les quartiers populaires comme si on était condamnés. Et je pense que la véritable première discrimination des jeunes, et ça c'est ce sur quoi je travaille beaucoup, c'est faire en sorte de leur donner des chances de ne plus rester dans les quartiers populaires. Alors, on va y revenir, mais si vous permettez, je vais continuer ensuite à faire le tour. Vous avez plein de choses à dire. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est quoi votre petit prénom? Marcel.
Marcel, vous êtes policier municipal et vous faites un gros travail sur la ville, notamment de médiation. Vous allez au-devant des scolaires, des associations, etc. Qu'est-ce que vous y faites? Alors, donc effectivement, à la demande de la direction, il y a une grosse volonté de participer à la prévention avant tout. Depuis tout à l'heure, j'entends parler de recréer. Je ne pense pas que le lien police-population n'existe pas. Il suffit de le réactiver. Je passe dans l'ensemble des groupes scolaires de la commune, je n'ai pas de problème. J'échange avec la jeunesse, il n'y a pas de problème. On sous-estime la jeunesse. Ils sont intelligents, ils savent raisonner. Maintenant, le contexte dans lequel ils vivent au quotidien, il faut en parler. Lorsque la délinquance en général aussi prend la main et leur inculque un mode de fonctionnement qui n'est pas conforme aux institutions, ça pose problème. Lorsqu'on leur dit, lorsque tu vois la police, il faut courir sans raison, ça pose problème. Lorsqu'on leur inculque que parce qu'ils sont mineurs, ils ne risquent rien, ça pose problème. Donc au-delà de la relation police-population, il y a aussi tous les paramètres qui sont autour. Lorsque j'échange, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on explique, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on écoute avant tout, il n'y a pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on reste dans sa position qui nous arrange volontairement ou involontairement, parce que lorsqu'il y a des pressions, lorsqu'il y a des menaces, lorsqu'il y a des contraintes, lorsque tous les jours on passe dans son quartier et qu'on nous dit « si tu fais pas ça, attention », même l'enfant qui est le plus respectueux à un moment donné est pris dans un engrenage qui devient compliqué. Donc bien évidemment, la police est là pour faire respecter la réglementation, est là pour protéger les personnes et les biens. Et ben, le jeune, même s'il veut respecter cette réglementation, se trouve confronté à de la violence en permanence. Et ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Aujourd'hui, il y a une vraie évolution. Il y a quand même de l'écoute, mais tous les paramètres extérieurs qui gravitent en permanence sont une réalité qui pose problème. Alors, mais Marcel, il y a aussi quelque chose dans ce que vous dites, c'est-à-dire que ce lien, finalement, on peut le recréer, mais vous allez au-devant et vous avez dit un truc extrêmement important, il faut de l'écoute. Il faut qu'on entende, il faut qu'on respecte aussi la parole de ces jeunes qui sont parfois dans des contraintes qui sont difficiles aussi, dans un climat, vous l'évoquiez à l'instant, hein, Linda, voilà, on est dans des quartiers populaires. Bon, c'est pas toujours évident, mais moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'à un moment, il va peut-être aussi falloir réhabiliter les lotiers d'antan. Vous voyez ? Celui qui était à pied dans le quartier, qui connaissait les gens, ceux qu'on a aussi supprimés il y a quelques années. Alors effectivement, il peut y avoir aujourd'hui la visibilité un peu moindre de l'îlotier, mais je pense que moi j'en suis l'exemple. Aujourd'hui, je peux circuler sur l'ensemble de la commune sans aucune difficulté. Je peux échanger, je peux prévenir, je peux écouter, parce qu'on parle d'écoute, c'est pas entendre. Entendre, je ne porte pas d'attention. Écouter, c'est aussi prendre un petit peu leur inquiétude, mais pouvoir aussi expliquer. Vous voyez, tout simplement, si on disait à la vidéo de faire un zoom sur la jeunesse qui est présente, ils ont tous la tête tournée et ils écoutent. Parce qu'à un moment, on peut considérer qu'ils se reconnaissent dans ces situations et qui nécessitent aussi la prise en compte de tous les acteurs. Les acteurs, c'est les institutions, c'est les associations, c'est les parents avant tout aussi. Parce que les parents, bon, j'ai l'habitude de dire aux jeunes, ben oui, on parlait de délit de contrôle aux faciès, oui, mais après, il faut expliquer à un jeune aussi que lorsqu'on lui porte à sa connaissance le fait qu'il y a, à un moment donné, un lieu particulier qui nécessite une sécurisation parce que ça engendre une insécurité pour la population. La première fois, il ne le sait pas. La deuxième, on lui dit, on t'avait déjà averti, évite de rester au même endroit parce que tu risques d'être contrôlé. Donc c'est sûr qu'à partir du 3e jour, du 4e jour ou d'une semaine, on peut considérer qu'il peut participer activement à un dispositif qui n'est pas légal. Donc vous voyez, dans l'analyse d'un messie, c'est une réalité et vous pouvez leur parler, j'échange avec. Et ils le reconnaissent, mais il y a aussi cette pression extérieure de personnes qui ne respectent pas les règles et qui aujourd'hui font plus peur à la jeunesse que les institutions. C'est une réalité de terrain. Et ça, il ne faut pas aussi le négliger. Merci de votre témoignage, Marshall. Alors hop, j'arrive. Pardon, mademoiselle, excusez-moi. Pardon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Eh bien, écoutez, alors peut-être présentez-vous. Donc moi je suis Olivier Delquirou, je suis le sous-préfet d'Évry et secrétaire général de la préfecture et je suis accompagné du directeur de la police nationale de l'Essonne.
Donc moi, je suis D'abord, merci pour l'invitation. Et je partage le fait qu'il faut entendre, il faut écouter, il faut avoir des débats comme celui-ci. Entendre, c'est aussi pouvoir parler sans filtre et en même temps avec un peu d'objectivité, même si on peut avoir des convictions. Donc moi, je ne considère pas évidemment que le lien entre la police et la population, parce que la police et la population, ça fait beaucoup de L en fait, hein, et dedans il y a beaucoup de diversité, et dans la police et dans la population, ce lien-là soit rompu, bien au contraire. Et moi, je ne vais pas regarder des sondages, mais c'est le quotidien qui sont vécus par les policiers, qu'ils soient policiers nationaux, policiers municipaux, qui me le renvoient. Donc je rappelle juste une chose, hein, c'est que encore une fois, il faut que la police soit à l'image de la population et à l'écoute de la population. C'est en grande partie le cas. Je suis sûr qu'il y a des efforts qu'on peut faire, mais une des pistes, et je pense qu'il faut aussi se projeter vers les pistes, c'est pas de considérer que lorsque la police est là, il y a plus de délinquance. Ou alors on marche sur la tête. Hein. Je ne pense pas que ce soit la police nationale qui crée la délinquance. Ou alors il faudra juste qu'on revoie 2-3 trucs dans notre institution. Par contre, lorsque la police intervient, c'est souvent parce qu'il y a de la délinquance et que son rôle, c'est d'être gardienne de la paix. Hein. Son rôle, c'est quand même d'assurer la tranquillité publique pour l'ensemble des concitoyens. Et d'ailleurs, les premières victimes, et je rejoins ce que disait monsieur le policier municipal tout à l'heure, les premières victimes de la délinquance, ce sont les habitants eux-mêmes, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes d'ailleurs. Hein. Donc on a quand même besoin de ce rappel-là. Et du coup, on a besoin de trouver des solutions et plutôt d'apaiser les consciences que de les exciter. Et donc, parmi les solutions, me semble-t-il, il y a de développer des lieux comme aujourd'hui, des moments comme aujourd'hui. Donc, d'en faire encore plus, de les faire ici, de les faire dans les lieux de vie, des lieux de vie des habitants et pourquoi pas aussi les lieux de vie des policiers, de le faire en commissariat. Hein. C'est de pouvoir, encore une fois, rappeler que derrière des uniformes de policiers, qu'ils soient nationaux ou municipaux, il y a des hommes et des femmes qui, d'ailleurs, pour partie, viennent des quartiers. Donc, ont connu les mêmes ressentis que la population qu'ils doivent accompagner aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé aussi à Toulouse. Donc, la Rainerie, les Isards, tous ces quartiers-là, je les connais un tout petit peu, évidemment bien moins bien que vous. J'ai pas souvenir que lorsqu'on avait un gros problème de deal sur la Rainerie, on n'ait pas, dans les 24 heures qui suivent, fait une rencontre avec les policiers, les associations de quartier, les équipes municipales, les mamans, lorsqu'elles étaient là, l'enseignement éducation nationale, le collège, le lycée. Moi, j'en ai fait des dizaines lorsque j'étais à la Rainerie. Et c'est normal, parce que c'est comme ça qu'on apaise les situations et qu'on se parle. Et donc, j'imagine que c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, je pense que le dialogue, la compréhension réciproque, le respect, ce sont les gages des solutions à venir. Et donc, ce que vous faites aujourd'hui y participe. C'est pour ça qu'on est là et qu'on est vraiment très intéressé par les échanges. Ça veut dire quand même qu'il faut éviter de se jeter des anathèmes à la figure, c'est pas ce qu'on a fait aujourd'hui. Il faut éviter d'expliquer aux jeunes que les fraudes sont massives, que les policiers ne prennent pas les plaintes, qu'il y a des délits de faciès systématiques dans la police. Tout ça, c'est pas la réalité du quotidien. Ça veut pas dire que ça n'arrive pas. Ça veut pas dire que ça n'arrive pas. Sur le débat, mais évidemment, encore une fois, c'est pour ça que je disais en introduction que j'étais très content qu'on puisse être là et je voudrais qu'on multiplie ces lieux-là. D'accord ? Simplement, ce que je veux qu'on fasse, c'est avec une forme d'honnêteté intellectuelle réciproque. Et donc, je prends notre part. Je prends complètement notre part. D'accord ? Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais je le redis, enfin, j'ai pas les chiffres en tête et le directeur pourra les donner, mais il y a des centaines d'interventions par jour sur le département de l'Essonne. Il y en a heureusement très très peu qui se passent pas bien. Ce qui veut dire que la majorité de l'action de la police, qui est une action difficile, une action exigeante, elle se passe parfaitement bien. Et elle se passe pour l'intérêt de la population. Il faut le dire autant qu'on va dire qu'il y a des problématiques de temps en temps. Merci. Allez-y, vous pouvez répondre et je m'installe parce qu'on avait d'autres questions. Et hop, je reviens à toi après. Allez-y. Ouais. Pardon. Ouais. Ah oui. Non, juste un mot dans le prolongement. Je m'efforce de ne pas être de mauvaise foi. Hein, j'ai dit que j'ai des limites en tant qu'avocat, mais le travail qu'on fait, c'est un travail collectif avec beaucoup d'associations, beaucoup de chercheurs. Et je vous propose de réfléchir à quelques chiffres. La police ne donne pas d'informations, n'enregistre pas, par exemple, les contrôles d'identité. Pour autant, à l'occasion, tu y as fait référence, Nora, des récépissés de contrôle, en 2016, il y a eu un débat parlementaire et le ministre de l'Intérieur de l'époque dit qu'en 2015, il y aurait eu
pardonnez l'approximation, entre 10 à 14 millions de contrôles de routine. C'est-à-dire des contrôles qui n'ont pas de lien avec une infraction. 10 à 14 millions. Vous avez une autre enquête dont vous avez peut-être entendu parler, alors on n'en parle pas beaucoup, juste après la condamnation de l'État par la Cour d'appel de Paris pour les contrôles au faciès en 2015, étude du côté de Montpellier et dans le Val d'Oise, sur qu'est-ce que donnent les contrôles aléatoires. Les contrôles aléatoires, eh bien, donnent quelque chose. Quand je dis quelque chose, c'est une interpellation. Le gars va faire l'objet d'une vérification d'identité ou une garde à vue. Ça ne veut pas dire qu'il a commis une infraction. Vous rapportez ces 3-4% à 10 à 14 millions de contrôles. Étant précisé, on ne le sait pas, mais les sociologues ont l'air de dire que dans les 3 à 4%, on compte les fameux outrages et rébellions. C'est-à-dire qu'un contrôle au faciès, c'est quand même un contrôle illégal. C'est un contrôle d'une gravité absolue dans le cadre de la République française. Le principe d'égalité, c'est l'article 1er de la Constitution. Je ne vais pas citer tous les textes internationaux. Faites le calcul. 3 à 4%, ça veut dire qu'il y a 96 ou 97% des contrôles de routine qui sont des contrôles au faciès, qui ne servent à rien. Il ne s'agit pas de délinquants. Donc, je pense qu'il faut qu'on discute, mais sur des bases scientifiques, et qu'on n'est pas dans le fantasme. Il y a une partie de la population française, et notamment les jeunes, qui est maltraitée. Je ne sais pas, je vais vous le dire très franchement, ma fille n'a pas de carte d'identité. Elle n'est pas contrôlée à la sortie de son collège. Ce n'était pas le sort des gamins du 12e arrondissement de Paris qui étaient contrôlés dès l'âge de 10-11 ans au collège. Ça, c'est un dossier. On pourra me dire que ce n'est pas la réalité. Mais il faut à un moment donné que la République, ses autorités, c'est pour ça, encore une fois, merci d'organiser ce débat. Je sors de mon rôle d'avocat, mais mon boulot d'avocat, c'est de travailler, et c'est pour ça qu'on gagne et que l'État est condamné. L'État ne répond pas à ce drame absolu. Vous avez des millions de contrôles d'identité qui n'ont aucune raison d'être. Et nous, c'est faux. Notre objectif, c'est que, en gros, Rachida Diallo soit contrôlée comme Eric et Pascal, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contrôlés quand ils ne font rien. Linda, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Alors, je ne renie pas les chiffres, parce que c'est approximativement ce que j'ai dit tout à l'heure, à peu près 5% des contrôles qui donnent quelque chose. Par contre, dire que les autres millions sont forcément des contrôles au faciès, ça me pose problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des contrôles, en effet, ce sont des contrôles qui ne donnent pas de suite. Mais la statistique ne dit pas quelle est l'origine ethnique des personnes qui sont contrôlées. Je vais vous donner un exemple tout simple. On n'a pas le droit de je vais vous donner un exemple. Si, ouais, en fait, on a le droit. Ça, alors, je vais juste corriger quelque chose, parce qu'en fait, c'est une légende en France de dire qu'on ne peut pas faire... Non, mais on peut le faire. Non, mais... Il y a plein d'études qui montrent qu'on contrôle de façon disproportionnée les jeunes noirs et arabes. Ça, c'est le défenseur des droits, le DDD. Si on parle sur des chiffres. Alors, non, je suis en train de dire que dans les 97% des personnes, vous ne pouvez pas dire que dans les 97% des personnes, ce sont que des personnes qui sont d'origine extra-européenne. Non, c'est ce que noir ou arabe, comme vous. La grande partie, quand vous... Il y a un micro. Non, mais bien sûr qu'il y a une surreprésentation des personnes. Non, mais ça, c'est pas ce que c'est ce que je viens de vous dire. C'est que vous pouvez pas dire juste que tous les contrôles. Je vais vous donner un exemple tout bête. Alors. Non, mais un exemple tout bête. Moi, je suis très pragmatique. Je suis fonctionnaire de police. Il y a quelques semaines, on était sur un contrôle à Gare du Nord parce qu'on avait affaire à des affaires de vol à l'arraché. Et en fait, on avait un point fixe avec une réquisition du procureur, vol à l'arraché entre deux portiques. D'accord. Passage entre les grandes lignes et le RER. Et ben, malheureusement, on est arrivé avec des fiches de recherche de personnes dont on savait qu'elles avaient commis des vols. Alors, c'était des personnes d'origine sri-lankaise. C'est anecdotique, mais je le précise parce qu'en fait, on est en train de parler de la question ethnique. Non, mais alors, laissez-moi terminer. Mais si, parce qu'en fait, dans les contrôles aléatoires, il y a aussi ça. C'est-à-dire que toutes les personnes qui passaient le portique étaient contrôlées. Mais je vais pas vous mentir, on va pas se voler la face. Je vous aurais pas contrôlé, puisque quand je regarde la fiche et la description de la personne, je vais aller cibler. Et j'aurais pas contrôlé la dame avec la canne.
Et ça, oui, en effet, ça peut être mal perçu et je l'entends. Mais en fait, il y a le problème en fait, il faut trouver l'équilibre entre la réalité du terrain et la nécessité de l'efficacité de l'action de police et en même temps le fait de ne pas léser des personnes qui n'ont rien à se reprocher. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui lorsque je vous dis j'ai un individu qui correspond à telle description qui vient de commettre un fait, j'arrive sur un point, qui je contrôle? C'est juste ça. Moi, j'aimerais que chacun m'apporte une réponse. Il nous reste 10 minutes. Non. Alors, je vous propose qu'on avance. On va essayer de se projeter. Parce que dans les personnes contrôlées, il y a des personnes qui sont sûrement senties lésées. Linda, s'il vous plaît. Il nous reste 10 minutes avant la fin de ce débat. On va repasser par la salle et on va essayer aussi de se projeter. Enfin, en fait, voilà. Sur le constat, on voit bien qu'il y a encore de la friction. On n'est pas tous d'accord. Il va peut-être falloir qu'on se reparle encore régulièrement. Moi, je serais d'avis à ce qu'on continue de se parler. Parce que pour le coup, ça permet de créer un chemin, la preuve, et on fait connaissance. C'est toujours sympathique de faire connaissance. Non, après. Slim. Bouna. Ziad et Bouna, oui, on est... Ouais. Tout simplement parce que deux gamins... Ouais, 3 semaines de révolte dans les quartiers populaires, Ziad et Bouna, dont on va commémorer malheureusement dans quelques temps. Voilà, c'était le 21 octobre, c'était 2005, mais c'était en octobre 2005. On repasse par la salle et on va essayer de se projeter. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a posé les jalons de notre discussion. On va pas s'arrêter là. On va continuer à discuter. Il faut vraiment qu'en fait, on sorte de l'ornière. On voit à quel point la situation est tendue. Donc, il va bien falloir qu'on trouve une manière de s'entendre. Mais alors, on repasse par la salle. Mademoiselle. Bonjour à tous. Donc, effectivement, sur ce point de tension, moi, il y a plein de thématiques, de choses dont je voulais essayer de recentrer sur population-police. Mais sur ce point de tension, on voit bien que là, on est beaucoup dans la répression. On parle beaucoup de contrôle aux faciès, des quartiers populaires, des choses comme ça. Donc, résumer l'action de la police à ça serait... Est-ce que ça lui rend justice? Je ne sais pas. Et dire que les quartiers populaires se résument à la répression policière, se résume à ça, je ne pense pas. Après, non, ce que je voulais noter, c'est ce fameux rapport à la police. On sent bien que le rapport de la police en France, parce que c'est intéressant d'aller voir un peu ailleurs. Moi, je me dis là, je fais un petit pas de côté pour essayer d'élargir le scope. Le rapport à la population en France, si je fais le rapport à la population en Angleterre ou en Allemagne, si par extension après je fais le rapport aussi à la violence, on sent qu'on n'a pas la même perception par rapport à nos forces de police. Je fais un petit parallèle aussi, c'est de notoriété internationale, le rapport aux syndicats n'est pas le même. Le rapport aux syndicats en France, le rapport aux syndicats en Allemagne par exemple, est beaucoup plus sur l'ouverture, la confiance. Du coup, est-ce que là, on n'est pas finalement à se poser de la question, police, population, c'est qu'est-ce que ça dit de notre société? Qu'est-ce que ça dit aussi de notre histoire? Parce que c'est l'histoire de France, avec tout le monde dedans, dans cette France-là. Et c'est l'histoire aussi des répressions. Et je finirais peut-être à se dire, pour faire un lien avec les tensions, là on voit un petit peu quand on est sur des sujets sensibles comme ça, moi ce que je remarque, c'est que quand il y a des choses qui ne vont pas, alors c'est la police, c'est autre chose. Hein. Par exemple, on parle des violences, on parle des bavures, mais pourquoi ne pas dire quand il y a une bavure en fait? Pourquoi ne pas... Et puis après, finalement, on passe à autre chose. Parce que là ce qui se passe, c'est qu'on ne passe pas à autre chose et ça crée des tensions. Et quand je dis tension, c'est gentillet, quoi. Et donc, au final, c'est comment mieux communiquer et parler de... Voilà, on parle de protection. La police doit protéger aussi. Parce que quand il y a les attentats, les choses comme ça, c'est bien la police. On est content qu'ils soient là, qu'ils nous protègent. Et hop, tout de suite, vu qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées ou pas dites, on bascule dans les tensions qu'on connaît. Donc, pourquoi ? Merci beaucoup. Je peux répondre à la question? Non, pas tout de suite. On fait un dernier tour parce qu'on arrive au bout. Et donc, j'ai 3 interventions. Je ne sais pas si c'est de la poésie, mais true story, je vais raconter une histoire vraie. Ça prend 1 minute 30 top chrono, Nora. 1 minute. Vraiment. 1 minute. J'avais 19 piges, j'ai grandi du côté de Corbeil, au Tarteret plus précisément. Je sors d'un match de basket, je suis dégoulinant de sueur avec mes copains, on boit une boisson en bas de bâtiment. Une voiture de la BAC arrive. Coup de frein à main, ils font les cow-boys, ils arrivent, ils me sortent de la voiture, ils la mettent à sac, ils me mettent les mains sur le capot, mais vraiment le truc sale. Ils m'insultent de tous les noms, je vous passe les insultes. Ils s'en vont. Les copains qui étaient avec moi au basket me regardent, médusés, en se disant « Mais pourquoi tu n'as pas réagi? Qu'est-ce que tu as fait ?» Je mets ça sous le coup de ma bonne éducation et peut-être de mon intelligence. 30 secondes après, une voiture de police arrive. Les types s'arrêtent. Ils arrivent jusqu'à nous. Là, je me dis, il va se passer quelque chose. Les policiers descendent de leur voiture, se rapprochent de moi et s'excusent. Et ils me disent, texto, on a vu ce qui s'est passé.
ce que nos collègues de la BAC viennent de faire. Vous n'étiez pas, comment je peux dire, coupable de quoi que ce soit. On a entendu les mots, on s'excuse à leur place. Et là, j'ai pu parler avec ces personnes pendant 10, 15, 20, 30 minutes. Je finis juste sur cette histoire. Il y a des insignes, il y a des personnes derrière, mais il y a une mission de service public à faire aussi derrière. C'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup. Philippe, il est là. Philippe, il est artiste et tu vas nous raconter, Philippe. Qu'est-ce que tu nous proposes là? Justement, il y a plein de boucliers. Dis-nous ce que c'est. Alors, ce sont des boucliers que j'ai créés en fait parce que je m'intéresse à l'espace public et je suis content d'ailleurs que ce soit le dernier mot qui est utilisé, le public. Parce que la police et la population, c'est aussi ce qui se passe dans cet espace. Et en l'occurrence, moi, je me suis intéressé au verrouillage physique, à l'utilité en fait institutionnelle de la police dans le cadre des luttes sociales. La police sert de dernier rempart, de dernier bouclier. Et je pense qu'elle souffre aussi de cet usage de sa fonction. Parce qu'à l'origine, on parle d'agents de la paix. Et quand on voit les images des manifestations, en général, on se dit que ce n'est pas du maintien de paix qu'on fait, c'est presque de la participation à la complexification en fait, de cet usage de l'espace public. Donc il y a cette police qui sert à verrouiller cet espace public, il me semble. Et de l'autre côté, il y a un autre espace public qui est largement utilisé aujourd'hui, qui est le numérique, qui pour moi est un espace public bis. Et dans cet espace public, les citoyens, eux, là, ont plus voix au chapitre. Et en fait, j'utilise des boucliers que j'ai collectés un peu dans différents pays, à Hong Kong, en Turquie, en France, aux États-Unis. Et en fait, j'ai amalgamé ces écrans physiques que sont les boucliers des policiers aux écrans des manifestants et à tous ces systèmes de déverrouillage des écrans qui sont là en fait pour parler justement de cet accès au moins à cet espace public bis, puisque en fait les occasions comme celle-ci en fait elles sont hyper rares et je suis hyper content d'être là pour ça parce que ça devrait être régulier en fait. Je sais pas qui a dit tout à l'heure faut refaire ça, il faut continuer de mener cette discussion mais vraiment faut institutionnaliser ça quoi, parce qu'on en manque de ces espaces. Et on peut voir tout ça donc là. Ici, on peut se prendre en photo avec ces boucliers et on peut voir ton travail, Philippe, ici sur le territoire. Il y a une exposition qui vient de se terminer au Théâtre de Corbeil. Sinon, dans la région, il y a aux Arts et Métiers en ce moment. Le 104 s'est terminé, mais je suis en résidence à Évry, donc je vais régulièrement rencontrer les habitants, faire des choses avec eux. Et donc Instagram, Philippe Villas-Boas, c'est ça? Merci. Un dernier tour, désolé, mais voilà, on arrive au bout malheureusement, mais on s'est dit beaucoup de choses, je crois, enfin on a ouvert beaucoup de pistes, beaucoup de chemins. Donc on a entendu comment on se projette, voilà, comment est-ce qu'on fait en sorte de sortir peut-être de cet état de souffrance collectif. Moi j'ai l'impression dans ce qu'on entend, on a une institution, on a des agents qui sont en souffrance, sur lesquels on projette beaucoup de représentations, de l'autre des jeunes qui sont aussi en souffrance. Est-ce que c'est une forme de violence institutionnelle qui vient s'infiltrer dans les interstices de cette relation et qui dit beaucoup de notre incapacité peut-être à dialoguer? Parce que cette incapacité à dialoguer, il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale et ailleurs pour voir qu'on n'est pas les seuls à avoir des difficultés à dialoguer. Comment on fait? Voilà, on va essayer de se projeter, de redonner rendez-vous. Peut-être Yamina, toi, comment tu vois les choses? Alors, c'était aussi pour répondre à monsieur. Nous, on parle de ce qu'on a vécu sur le terrain, mais on a toujours dit qu'on avait tous une part de responsabilité. Donc, chacun à notre niveau, et on ne crache jamais ni sur l'un ni sur l'autre. Beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions, et c'est ce qui fait que, voilà, on va essayer, on avance un peu, nous, sur le terrain et dans notre quartier. On éduque nos enfants, on leur donne des valeurs. Il se trouve qu'à un certain moment, il faut que jeunesse se fasse. Et puis, malheureusement, dans un quartier, c'est compliqué. C'est une bagarre, en fait, d'éviter qu'il glisse, quoi. C'est ça que j'entends. Et ça, c'est toute l'action de l'association que vous avez montée avec les mamans. Voilà. C'est vraiment les occuper, faire en sorte de pas... Voilà. On a monté l'aide aux devoirs, portée par des parents. C'est qui disait ça. Hein. Voilà. Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Donc, on a ouvert des lieux, on a monté l'aide aux devoirs, portée par les parents. On préfère les avoir dans des lieux occupés par des adultes plutôt que dehors. Et
mais jamais on a craché sur qui que ce soit. On travaille tous ensemble. L'idée, c'est vraiment de dialoguer, toujours dans le dialogue, faire remonter ce qui ne va pas. Et voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on travaille sur notre quartier. Ben, au début, ils sont politiques de la ville, ouais, aux ISA. Oui. Ouais, au début, il y a eu des clashs. Parce que c'était beaucoup. Les parents n'éduquent pas leurs enfants. Et on a démontré par nos actions, par nos actes, par tout le travail qu'on a effectué depuis 10 années, que on est là, on est présent, on est là pour les habitants du quartier, avec les partenaires, avec les institutions. Et voilà, main dans la main. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est par rapport à ce que disait Linda tout à l'heure sur l'espèce de déterminisme social, le fait qu'on soit assigné dans des quartiers, qu'il y ait des difficultés aussi en termes de mobilité sociale, en termes d'accès à la culture, à l'école, etc. Il faut des moyens, on parle de la politique de la ville. Et derrière, et ça, Linda, je pense qu'on sera d'accord, c'est-à-dire que finalement, on a un corps de policiers qui doit faire face aussi à pardon, je vais le dire de manière très cash, à une forme d'abandon institutionnel, à un échec dans les quartiers politiques de la ville, dans les quartiers prioritaires. Et finalement, en fait, vous écopez souvent avec donc des problématiques qui se posent sur ces relations-là, un abandon, clairement, des institutions. Et c'est là où, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit expliquer aux jeunes du quartier que, malheureusement, ils seront contrôlés et qu'ils doivent prendre leur mal en patience ou comment ils doivent réagir à ces contrôles-là, même s'ils ne font rien, même s'ils sortent du métro pour aller au collège, même s'ils sortent du métro pour aller au sport, même voilà. Ouais. Donc, Linda Kebab et on termine avec Slim. Alors je vais essayer de faire vite pour lui laisser le temps de parole. J'ai pas la solution. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on la trouve, la solution, en effet, pour faire en sorte que ces gamins ne se sentent pas lésés par les contrôles. Néanmoins, tout en maintenant en fait une action efficace de l'action de police sur le terrain, et notamment dans la lutte, parce que c'est d'abord notre mission, lutter contre les délinquants et les criminels, parce que les premières victimes de ces délinquants et les criminels, on ne répétera jamais assez, ce sont tous ceux qui n'ont rien à se reprocher. Donc en fait, trouver l'équilibre. Je pense qu'on y arrivera le jour où on trouvera de la nuance et de l'équilibre dans nos propos. Parce que quand j'entends du massif, du général, c'est comme ça, ça m'embête. J'entendais monsieur tout à l'heure, l'artiste, qui disait en général, la police est utilisée pour quelque chose comme mater l'action, enfin l'expression des manifestations. Il y a 5000 manifestations par an en France. Et quand vous parliez tout à l'heure de ces jeunes qui ont le sentiment qu'on ne leur parle pas, oui, mais ces agents, leur administration ne leur parle pas, ces jeunes, les institutions ne leur parlent pas, et les Français de manière générale, les institutions dont ils sont les citoyens ne leur parlent pas, avec ce que ça génère de colère, et on a vu enfin cette France périphérique qui s'est exprimée. Et en fait, c'est une problématique générale de société. Juste un peu plus de nuance et d'équilibre, et d'arrêter d'amalgamer et de caser les gens, quoi qu'il en soit. Parce que oui, en effet, la police écope de l'échec de l'action publique. Moi, je pense que la première discrimination des jeunes, elle est dans l'éducation nationale. Je vais juste une petite anecdote, je l'avais écrit dans un livre et je le répète. Moi, à 15 ans, en 3e, j'étais bonne en français et en langue. Et quand j'ai dit que je voulais aller en bac L, ma conseillère d'orientation m'a dit « N'y allez pas, vos parents, ils ne parlent pas français. » Je suis d'origine algérienne. J'ai pas entendu son propos en fait. J'y suis allée. En plus, j'ai eu l'intelligence de prendre arabe et russe. Donc autant vous dire qu'il y avait un seul lycée à Lyon qui le faisait. Et ça m'a permis de sortir de mon milieu social, d'aller en centre-ville et de découvrir autre chose. Et aujourd'hui, moi, je suis pas peu fière d'être fonctionnaire de police parce que je suis sortie de ce schéma tout tracé. Et c'est ce qu'il faut donner aux gamins aussi. La lutte contre toutes les discriminations, elle commence à la naissance. La santé, je ne veux pas vous faire de schéma sur le syndrome méditerranéen, l'éducation nationale, etc. Et après, à la police, tout au bout, elle écope de tous ces échecs de l'action publique. Merci, Linda. Ouais. Slim. Bon, d'abord, merci à tous. C'était très intéressant pour moi parce que je me nourris des paroles et aussi des silences d'une partie de la jeunesse française. Donc merci aux jeunes. Vous êtes l'avenir de ce pays. Hein. Si on ne vous le dit pas beaucoup, il faut que vous le sachiez. Non, alors, qu'est-ce que je veux dire? Je vais rebondir sur ce que dit Linda, parce qu'il y a des choses, moi, qui me touchent. Et elle est syndicaliste policière. Alors, il se trouve que le combat judiciaire, c'est un peu binaire, mais je me retrouve dans beaucoup de choses qu'elle dit. Elle dit, par exemple, système. Il y a un problème systémique. L'opacité de la police. C'est dans ces choses-là que se développe la discrétion, les choses un peu arbitraires et la discrimination. Et c'est vrai que quand on voit de façon positive, et je vais être constructif pour le futur, réfléchir sur la relation police-population, c'est un projet démocratique qui concerne l'état de droit et bien évidemment, tu l'as dit Nora, l'égalité avec sa version négative qui est la discrimination.
Donc, c'est un gros projet. Et donc, en réalité, il faut une révolution culturelle de la police. Il faut qu'effectivement elle analyse son histoire, mais ça vaut pour beaucoup d'institutions françaises, son histoire, ses objectifs. Hein, je tiens à dire qu'effectivement, il y a beaucoup de Français qui sont très contents de la police. Et pourquoi ? Parce que aller et venir dans la ville, c'est un droit qui est respecté, qui est effectif. Et on peut comprendre que celui qui est entravé dans sa liberté d'aller et venir parce qu'il est contrôlé sans raison, ça constitue un problème. Donc faisons en sorte que, effectivement, l'un des objectifs de la police, notamment sur les contrôles d'identité, qu'il n'y ait pas de contrôle s'il n'y a pas besoin d'avoir des contrôles. Donc c'est une révolution culturelle que doit mener la police en son sein, mais c'est une révolution culturelle française en réalité. Donc merci à la jeunesse de s'être déplacée. Et puis le droit, c'est important. On a besoin d'étudiants en droit. On a besoin de gens comme vous qui deviennent avocats et magistrats et syndicalistes policiers. Et policiers. En droit, tu vois? Non? Personne veut aller en droit? Oh là là. Bon, écoutez. Ou militants. Voilà. Merci. Merci. On a quand même démontré qu'on pouvait pas toujours être d'accord, mais au moins s'entendre, s'écouter et discuter. Merci beaucoup, Slim, Linda, Yamina. Venez demain. On continue un débat comme ça et demain on parle de sport. Est-ce que les sportifs doivent être exemplaires? Merci en tout cas, merci beaucoup.